généralise la notion de partition. Donc on a un ensemble A, une partie non vide de P de A est une partition de A si les éléments de X sont non vides et si on en prend deux différents, leur intersection est vide et l'union des X est égale à A. C'est bien une généralisation parce que qu'est-ce qu'on disait pour avoir une partition AB d'un ensemble C? Il fallait que A soit différent de vide, que B soit différent de vide et que A inter B soit différent de vide. Du coup, d'ailleurs, au passage, A était différent de B. Et que l'union est égale à C. Bon, bah, ça correspond à prendre X égale ça. D'accord? Parce que A union A, B égale C, c'est bien l'union des X pour X appartenant à ça, qui est égale à C. Voilà. Remarque sur la réunion, si je prends un ensemble non vide, alors ça n'a rien à voir avec la partition. L'union des X pour X appartenant à P de A est égale à A, et l'union des X appartenant à P de A moins vide est aussi égale à A. En fait, ça et ça, c'est égal à A. Démonstration, si je prends T appartenant à cette union, il existe X appartenant à P de A, tel que T appartient à X. Mais du coup, je veux dire que X est différent du vide, ça. Donc ça équivaut à dire qu'il existe X appartenant à P de A moins vide, parce que vide est une partie de A, hein, tel que T appartient à X. Donc ça veut dire que cet ensemble-là, ça équivaut à dire, si vous voulez, que T appartient à ça. Donc ces deux ensembles sont égaux. Et quand T appartient à ça, je vois que T appartient à X, qui est inclus dans A, donc T appartient à A. T appartient à ça implique que T appartient à A. Donc en fait, ces deux trucs-là vont être inclus dans A. Mais inversement, si je prends T appartenant à A, eh bien s'il appartient, il va donc appartenir à l'union des X pour X appartenant à A, tout simplement parce que A appartient à P de A, pour X appartenant à P de A. Donc comme A appartient à P de A, T va appartenir à ça. Donc A va être inclus dans ça. Donc on a bien l'égalité. Couple, c'est-à-dire paire ordonnée, deux ensembles A et B. Si A est égal à B, ben on pose ça est égal à A. Et la définition de la paire, ça va être de dire que l'ensemble formé par, de deux éléments qui sont un singleton, de deux éléments, celui-là et celui-là, mais deux éléments qui peuvent n'en faire qu'un, si A est égal à B. Eh bien, cet ensemble-là est une partie de P de AB, hein, ça c'est évident, appelée paire ordonnée AB. Si A égale B, ben, elle va être égale à A est égal à B, ça c'est le singleton A. Donc ça va être le singleton, ça va être l'ensemble qui contient que le singleton A. D'accord? Et donc c'est un singleton. Et si A est différent de B, ben, ça va être un ensemble avec deux éléments, celui-là et celui-là. Celui-là qui n'est pas égal à celui-là, parce que là-dedans il y a deux éléments différents. Là il n'y en a qu'un. Théorème, si j'ai quatre ensembles AB, A'B', eh bien le couple AB, puisqu'on appelle ça une paire ou un couple, est égal au couple A'B', c'est seulement si A égale A' et B égale B'. Bon, dans un sens, c'est évident. Hein. Donc il y a juste l'autre sens à démontrer. Ben, si les deux couples sont égaux, c'est qu'on a ça est égal à ça. Bon, alors, premier cas. Supposons que A soit égal à B. Donc ça fait le singleton A. Donc là-dedans, il n'y a plus que ça. D'accord? Qui est un singleton. Il faut que ça soit égal à ça. Donc là-dedans, il faut que ça soit un singleton. Donc il faut que ça soit égal à ça. On est d'accord? Et pour avoir ça égal à ça, il faut que B' soit égal à A'. Bon, alors maintenant, B' est égal à A'. Bon, donc ça va me faire simplement A', qui va être égal à ça. Donc on doit avoir ça. Donc A égale A'. Et du coup, B est égal à B', parce que je suis avec A égale B. D'accord? Donc en fait, A égale A' égale B égale B'. Voilà. Donc tout est démontré. Et maintenant, si A est différent de B, alors X a deux éléments. Donc là, il faut qu'il y en ait deux. D'accord? Donc ça implique que ce truc-là va être différent de ça. Donc que B' va être différent de A'. Donc ça, j'aurais pu le mettre, dire donc que B' est différent de A'. Et puis que, à ce moment-là, le singleton, là, il y a un ensemble avec un seul élément. Là, c'est un ensemble avec deux éléments. Là, c'est un ensemble avec un élément.
Ça, c'est un ensemble avec deux éléments. Il faut donc que ces deux ensembles-là soient égaux pour être les mêmes, et que ces deux-là soient égaux. D'accord? Donc il faut avoir ça et ça. Donc A égale A'. Alors comme là, A va être égal à A', ben, il faudra que B, il faudra avoir ça. Et donc là, il y a A dans les deux, il faut que B soit égal à B'. Donc il faut avoir A égale A' et B égale B', d'où le résultat. Complémentaire, si A, B sont deux ensembles tels que B est inclus dans A, le complémentaire de B par rapport à A, c'est l'ensemble A moins B, qu'on note complémentaire de B par rapport à A. Donc, comme c'est A moins B, B est inclus dans A. A inclus dans A, donc complémentaire de A est égal à A moins A, et ça on sait que c'est fait vide. Vide est inclus dans A, donc complémentaire de vide est égal à A moins vide, et on sait que ça fait A. Si B est inclus dans A, alors 1. Si T appartient à A, on a cette équivalence, et 2, on a ça. Alors l'équivalence, T, dire que T n'appartient pas au complémentaire de B. Ça équivaut à dire le contraire de ça. Donc ça ou ça. Mais T appartient à A, donc on n'a pas ça. Donc ça équivaut à dire ça. Et évidemment, T appartient à A. Donc ça équivaut à dire T appartient à B. Donc c'est gagné. On en déduit ça, parce que d'abord ça c'est inclus dans A, on sait. Dire ça, ça équivaut à dire que T appartient au complémentaire à A, plutôt appartient à A, et que T n'appartient pas au complémentaire de B. C'est-à-dire que T appartient à B. D'accord? Donc ça équivaut à dire que T appartient à B parce que on sait déjà que T appartient à A. Donc ça veut dire que ça, c'est égal à B. Voilà. Attention, hein, j'avais quand même supposé ça au départ. ABC des ensembles. A inclus dans C, B inclus dans C, ça implique que complémentaire de A union B égale complémentaire de A inter complémentaire de B. Complémentaire de A inter B égale complémentaire de A union complémentaire de B. Donc c'est très facile à démontrer. D'abord, on marque que A union B est inclus dans C. Dire ça, c'est qu'il veut dire que T appartient à C et que T n'appartient pas à l'union. Donc, ça veut dire que T n'appartient pas à A et T n'appartient pas à B. Et puis ensuite, on développe, on fait T appartient à C et T n'appartient pas à A, et T appartient à C et T n'appartient pas à B. Donc ça veut dire que T appartient au complémentaire de A et au complémentaire de B. Donc on a bien ça. Alors on pourrait refaire la même démonstration pour l'autre. J'ai choisi d'en faire une autre démonstration. Alors d'abord on marque ça, bien sûr. Je pose ça, et puis j'utilise le résultat précédent. C'est-à-dire, je dis que ça, c'est égal à ça. D'accord? Et ça, en fait, ça fait A inter B, parce que comme on a ça, on a aussi A égale complémentaire de X. Comme on a ça, on a aussi B égale complémentaire de Y. Donc on a ça. D'accord? Donc on a ça. Donc ça veut dire que le complémentaire de A inter B, ça va être le complémentaire de ça. D'accord? Le complémentaire de ça, c'est X union Y. C'est-à-dire ça. ABC les ensembles. Alors A inter B union C égale A inter B union A inter C. Voilà, on développe. Bon, je fais le premier, parce que le deuxième est pareil. Dire ça, ça équivaut à dire que T appartient à A et T appartient à B ou T appartient à C. Donc ça équivaut T appartient à A et T appartient à B ou T appartient à A et T appartient à C. Donc ça équivaut à ça. Donc ça. Deux ensembles AB, alors 1, A union B moins A est égal à B moins A est égal à B privé de A inter B. A union B moins A égale B si et seulement si A inter B est égal à vide. A est inclus dans A union B. T appartient à A union B privé de A, ça équivaut à T appartient à A union B et T n'appartient pas à A. Ça équivaut à T appartient à A ou T appartient à B et T n'appartient pas à A. Donc à T appartient à A
T n'appartient pas à A, ou T appartient à B et T n'appartient pas à A. Donc ça évidemment c'est impossible, donc il reste T appartient à B moins A moins B. Là c'est T appartient à A et T n'appartient pas à A, ou T appartient à B et T n'appartient pas à A. Voilà, il y a une erreur là. Donc c'est T appartient à B moins A. Donc A union B moins A est égal à B moins A. T appartient à B privé de A inter B. Ça équivaut à T appartient à B et T n'appartient pas à inter B. Donc, T appartient à B et T n'appartient pas à A ou T n'appartient pas à B. Bon, donc ça équivaut à T n'appartient à B et T n'appartient pas à A ou T appartient à B et T n'appartient pas à B. Ça c'est impossible. Donc il reste que ça. Donc ça équivaut à T appartient à B et T n'appartient pas à A, ce qui équivaut à T appartient à B moins A. Donc j'ai B moins A qui est égal à B privé de A inter B, et donc j'ai bien tout ça. Le petit 2, eh ben, si A inter B est égal à vide, bon, ben là ça fait vide, ça fait B moins vide, ça fait donc bien B, donc c'est bon. Et maintenant réciproquement, supposons qu'on ait ça, pour montrer que A inter B est égal à vide, eh bien prenons T appartenant à inter B, il appartient à A et il appartient à B. Mais B, c'est égal à ça. Donc en fait, ici, je vois qu'il appartient à A union B, mais qu'il n'appartient pas à A. Donc en fait, T appartient à A, mais n'appartient pas à A, ce qui est faux. Donc A inter B est égal à vide. Et donc j'ai bien l'équivalence. Remarque, si A, B et X, Y sont 4 ensembles, que X appartient à A et Y appartient à B, le couple XY est inclus dans l'ensemble des parties de XY, puisque le couple XY, c'est la paire formée de l'ensemble X et de l'ensemble XY. Donc on a ça. On a XY qui est inclus dans XY. X appartient à A et Y appartient à B. XY appartient à A union B. Et ça, c'est bien une partie de A union B, puisque XY sont dans A union B. Donc, en fait, cet ensemble-là est inclus dans A union B. Donc ça veut dire que XY, alors XY il était inclus là-dedans. Et ça c'est inclus là-dedans. Donc ça veut dire que XY est inclus dans A union B, donc il appartient à l'ensemble des parties de A union B. Donc le produit cartésien A croix B, qui va être l'ensemble des couples formés d'un élément de A et d'un élément de B, eh bien, si je prends deux ensembles A et B, donc la collection des couples XY, eh bien c'est la collection des T pour lesquels il existe X appartenant à A, Y appartenant à B et T égale XY. Donc des T appartenant à P de A union B, pour lesquels il existe ça, relation P de T, énoncé P de T. Donc c'est un ensemble, d'après le théorème de séparation, inclus dans P de A union B, donc A croix B appartient à l'ensemble des parties de l'ensemble des parties de A union B. Si A et B sont deux ensembles, A croix B égale vide, si et seulement si A égale vide ou B égale vide. En effet, si T appartient à P de A union B, T appartient à A croix B équivaut à P de T est vrai. Donc il existe X, il existe Y, et donc ça veut dire que A et B sont non vides. Donc A croix B différent du vide implique que A est différent du vide et B différent du vide. D'accord ? Réciproquement, si A est différent du vide et B différent du vide, il existe un X appartenant à A, un Y appartenant à B, tel que ça. Donc A croix B est différent du vide. Donc, on a cette équivalence. Donc, en prenant les contraires, on a celle-là. Produit A croix B croix C, ben c'est ça. Alors, on pourrait se poser la question de savoir ici si c'est égal à A croix B croix C. Je n'y réponds pas ici, d'accord ? On verra aussi plus tard qu'ils sont équipotents, c'est-à-dire qu'il y a une bijection
entre ces deux-là. A, B, C étant 3 ensembles. A, B, A', B', 4 ensembles non vides. Alors, on a cette équivalence. A croix B égale A', B', croix B', ça équivaut à A égale A', B égale B'. Alors, dans ce sens-là, c'est évident. Et dans l'autre sens, on prend X appartenant à A, Y appartenant à B. Donc, X, Y appartient à la croix B qui est égale à A', croix B'. Donc, il existe U appartenant à A, V appartenant à B tel que XY égale V. Donc, X est égal à U et qui implique donc que X appartient à A'. Donc, je viens de voir que si X appartient à A, X appartient à A'. Donc, A est inclus dans A'. De même, A' est inclus dans A. D'accord? Donc, A est égal à A'. Et ce qu'on a fait avec A et A', on le fait avec B et B'. A, B, deux ensemble. Alors, A croix B égale B croix A équivaut à A égale vide ou B égale vide ou A égale B. Démonstration. Dans ce sens-là, si A égale vide, ça fait vide, et B croix A aussi, donc A croix B égale B croix A. De même, si B égale vide, d'accord, on aura aussi ça. Puis si A égale B, A croix B égale A croix A égale B croix A, donc pas de problème. Et la réciproque, supposons que A soit différent de vide et B différent de vide, alors d'après la propriété précédente, A est égal à B, donc c'est terminé. 4 ensembles A, B, C, D, on a ça, ça et ça. Pour la première, on prend un élément appartenant à la réunion, donc il existe X appartenant à A, Y appartenant à B, tel que T égale XY, ou X appartenant à A, Y appartenant à C, tel que T est égal à XY, pardon, il y a une erreur là. Donc ça équivaut à dire finalement qu'il existe X appartenant à A, il y a toujours X appartenant à A, puis le Y, lui, il appartient à B ou à C, donc il appartient à B union C. Tel que T est égal à XY, ce qui équivaut à dire que T appartient à A croix B union C. Donc ça nous donne ça. La deuxième, c'est pareil. Et la troisième, T appartenant à ça équivaut à dire que T appartient à A croix B et à C croix D. Donc il existe X, Y appartenant à A et à B, U et V appartenant à C et D, tel que on est ça. D'accord? Donc on a ça, donc X égale U et Y égale V. Donc X appartient, puisqu'il appartient à A, mais comme il est égal à U qui appartenait lui à C, il appartient à A et C. De même, Y appartient à V inter D. Et T est égal à XY, donc T appartient bien à ça. Donc ça nous donne une première inclusion. C'est-à-dire, ça est inclus dans ça. Maintenant, on prend un élément de ça. D'accord. Un élément de ça. Alors, il existe X appartenant à A inter C, Y appartenant à B inter D, tel que T égale XY. Du coup, le T qui est égal à XY, comme X appartient à A et que Y appartient à B, il va appartenir à A croix B. D'accord? Et comme le X appartient à C et que le Y appartient à D, il va appartenir à B croix D. Donc il appartient à A croix B et C croix D. Donc ça me donne la deuxième inclusion. Donc ça va me donner l'égalité. Soit deux ensembles A et B, une application F de A vers B est un triplet ABG où G est une partie de A croix B, donc un ensemble vérifiant ça. D'accord? Quel que soit X appartenant à A, il existe un unique Y appartenant à B tel que XY appartient à G. Y est noté F de X, Y est l'image de X par F. Et on a donc X, F de X appartient à G, quel que soit X appartient à A, et pour X, Y appartenant à B, X, Y appartient à G équivaut à Y égale F de X. G est l'ensemble des X, F de X, X appartenant à A. Démonstration, si X appartient à A, on a ça qui appartient à G. Et si T appartient à G, eh bien, on sait que Y est égal à F de X, puisqu'il n'y a qu'un Y vérifiant ça, et c'est justement F de X. F est l'ensemble, donc on a bien ça. F est l'ensemble ABG, où A est le domaine de définition de F, B, l'ensemble d'arrivée, G le graphe de F, qu'on note aussi comme ça, et A croix B croix G, c'est cet ensemble-là. D'accord? Or, cet ensemble-là, ces deux ensembles-là, ce sont des parties
de A union B croix G. Donc cet ensemble-là, c'est une partie de la partie de A union B croix G, donc c'est bien un ensemble. Bon, alors, on le savait, oui, c'est bien un ensemble, mais qui appartient à ça. La notation F de A vers B signifie que F est une application dont le domaine de définition est A, l'ensemble d'arrivée B, soit EXY, l'énoncé XY appartient à G. Eh bien, dire 1, ça équivaut donc à dire ça. 2. Si XY appartient à la croix B, XY appartient à G équivaut à E de XY, et on a aussi E x de X, quel que soit X appartenant à A, et G l'ensemble des XY tels que E XY. Théorème, si deux ensembles A et B, deux applications FG de A vers B, alors F égale G équivaut à F de X égale G de X, quel que soit X appartenant à A. Démonstration, si F égale G. Alors, si F égale G, F c'est un truc comme ça, et G, comme il part de A et qu'il arrive à B, ça va être A, B et un graphe G'. Donc, évidemment, ça va être égaux, ils seront égaux si B croix G est égal à B croix G', ce qui implique que G égale G'. Donc ça. Soit X appartenant à A. Alors X, F de X appartient à G, à graphe de F, donc à graphe de G, puisque ce sont égaux, donc F de X égale G de X, quel que soit X. Réciproquement, si on a ça, le graphe de F qui est égal à ça est égal au graphe, les F de X sont égaux à les G de X, donc c'est égal à ça, et donc au graphe de G. Soit deux ensembles A et B. E de XY, on se donne cette fois-ci, on part, au lieu de partir de G, on part d'une proposition EXY, un énoncé binaire qui vérifie 2, c'est-à-dire quel que soit X, il y a un seul Y, tel que E de XY. À partir de là, on va définir un ensemble G, alors pour le moment c'est une collection de XY appartenant à la croix B, tel que EXY, donc c'est un ensemble vérifiant ça, d'accord, quel que soit X, hein, c'est-à-dire la même chose qu'on avait là. Et alors, ça permet de définir une fonction, une application de A vers B, et c'est la seule qui va vérifier ça. Quel que soit XY appartenant à la croix B, Y égale F de X équivaut à E de XY. Donc d'abord, cette collection, c'est la collection des T appartenant à la croix B vérifiant P de T, donc c'est un ensemble inclus dans la croix B d'après le théorème de séparation, et donc c'est cet ensemble-là. Et si XY appartient à la croix B, XY appartient à G équivaut à E de XY. Alors maintenant, d'après 2, on a ça. D'accord, on a ça puisque dire ça, c'est la même chose que dire E de XY. Hein. Et donc, elle vérifiait ça, donc elle vérifie bien XY appartient à G. Donc, ça définit bien une application de A vers B. Si XY appartenant à la croix B, Y égale F de X équivaut à XY appartient à G, équivaut à E de XY. Supposons G, une application de A vers B vérifiant la proposition 3. Donc, si je prends X appartenant à A, X F de X appartient à G. Donc, E X F de X. Maintenant, G vérifie 3. Alors, j'adapte à G. Ça veut dire que E X Y, ça équivaut à Y égale G de X. Là, j'ai E, X, F de X. Donc F de X va être égal à G de X. Et ça, quel que soit X appartenant à A, donc F est égal à G. Un peu de vocabulaire, on a une application de A vers B. L'image de F, c'est la collection des F de X, X appartenant à A. C'est donc une partie de B appelée l'image de F. On va le démontrer après. Antécédent, si l'image de F est différente du vide et que Y appartient à l'image de F, la collection des X appartenant à A vérifiant F de X égale Y est une partie de A qu'on note F-1 de Y. Donc c'est un ensemble. Si Y appartient à l'image de F et que X appartient à F-1 de Y, on dit que X est un antécédent de Y. X est un antécédent de Y équivaut à Y égale F de X équivaut à Y et l'image de X. Alors évidemment, Y peut avoir plusieurs antécédents. S'il appartient à l'image de F, il en a au moins un. Démonstration, cette collection, c'est la collection des Y vérifiant P de Y, donc c'est une partie de B d'après le théorème de séparation. Et ça, c'est la collection des X appartenant à A vérifiant P de X,
donc une partie de A d'après le théorème de séparation. Et x appartient à f-1 de y équivaut à y égale f de x. A, B, B', trois ensembles, tels que B est inclus dans B', on en a mis strictement, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, mais ça pourrait être inclus ou égal. Hein. Et f de A vers B, la relation EXY, y égale f, dit que y égale f de x. Permet de construire une application G de A vers B', définie par quel que soit xy appartenant à A croix B', y égale g de x équivaut à e de xy équivaut à y égale f de x. Pourquoi? Parce que quel que soit x appartenant à A, si on a e xy, eh bien on a y égale f de x, donc y appartient à B, parce que les f de x, ils appartiennent au domaine d'arrivée, c'est-à-dire à B, et donc aussi à B', mais ils appartiennent à B. Et quand on a e xy et y appartient à B, on sait que y est égal à f de x, donc y est bien unique. Le graphe de G, bah, c'est l'ensemble des xg de x pour x appartenant à A, donc c'est l'ensemble des xf de x pour x appartenant à A, donc c'est gr de f. Mais B est différent de B', parce que A, B', G, c'est pas pareil que A, B, G, car j'ai supposé B différent de B'. Voilà. Remarque si A et B sont deux ensembles et que f est une application de A vers B, f est donc égal à ce triplet. Si le GR de f, le graphe de f est égal à vide, alors quel que soit x appartenant à A, il existe dire ça, d'accord, ça équivaut à dire ça. X appartient à A implique ça, d'accord, sauf que là, parce que le graphe est vide. Sauf que ça c'est faux, parce que xy appartient à vide. Donc il faut absolument, pour que l'application soit vraie, que x soit égal à vide. Que x appartient à A soit faux. C'est-à-dire que A soit égal à vide. Donc, il faut que f soit égal à vide, B vide. Donc, f, application de A vers B, gr de f égale vide, implique que A égale vide. Bon, alors maintenant, donc A égale vide, et f est une application de A vers B. Alors, si A est égal à vide, oui, donc A égale vide, et f est une application de A vers B. Donc, on remarque au passage que, automatiquement, gr de f, donc si GA qui est différent du vide, pardon, et si j'ai une application de A vers B, alors le graphe de f ne peut pas être vide, parce que s'il est vide, on a A égale vide. Il ne peut pas être vide. Donc, au passage, B ne va pas être vide non plus. Pourquoi? Parce que ce graphe, il est inclus dans A croix B. Et que si B est vide, A croix B est égal à vide. Donc, ça, c'est non vide. Hein, car GR de F est inclus dans A croix B. D'accord? Et que A croix vide est égal à vide. Réciproquement, si A est égal à vide et B quelconque, la seule application du vide vers B, ça va être F, ça va être vide, D vide. Pourquoi? Parce que A croix B est égal à vide croix B est égal à vide. D'accord? Donc dans ce cas-là, il faut que A soit égal à vide. On a vu que c'était le cas. Et puis B, B est quelconque, on s'en fout. D'accord? On s'en fout, on s'en fout. Voilà. Donc l'application, c'est ça. Elle vérifie bien ça. Hein? X appartient à vide, qui est faux, implique qu'il existe Y appartenant à B, tel que XY appartient à vide, qui est faux. Voilà. Bon, les applications de graphe vide sont donc exactement les applications comme ça. Alors évidemment, elles sont sans intérêt. Hein. D'accord? Et donc, sauf précision contraire, on suppose désormais que quand on écrit que f est une application de A vers B, on suppose que A et B sont non vides. Remarque, si A et B sont deux ensembles non vides, il existe des applications de A vers B. Par exemple, les applications constantes. C'est quoi? On prend K appartenant à B, c'est la constante. Alors c'est possible car ce B est différent de vide, et on prend FK de A vers B, qui est défini par quel que soit x appartenant à A, et y égale fk de x, équivaut à y égale k. Voilà ma propriété E de xy, c'est y égale k.
Bon, elle vérifie bien les conditions qu'on veut, c'est-à-dire que quel que soit x, il existe un unique y appartenant à B, tel que y égale k. Bah oui, c'est le y, c'est y égale k. Donc on a fk de x qui est égal à k, quel que soit x appartenant à A, et gr de fk qui est égal à ça. Et ma fonction fk, bah, je vais la noter comme ça, c'est la fonction fk qui a x appartenant à A, associe fk de x égale k. Donc on la note comme ça. Une application f de A vers B est constante s'il existe k appartenant à B, tel que f égale à fk, c'est-à-dire f de x est égal à k, quel que soit x appartenant à A. Composition, on a trois ensembles ABC non vides, f de A vers B, une application, G, une application de B vers C. Alors G rond F de A vers C est défini par, quel que soit x, z appartenant à croix C, z égale G rond F de x équivaut à z égale G de F de x. Donc ça c'est la proposition, l'énoncé E de x, z. C'est bien une application de A vers C, car quel que soit x appartenant à A, f de x appartient à B, donc g de f de x appartient bien à C, et quel que soit x appartenant à A. Si z et z appartenant à C, E de x, z, ça implique que z est égal à g rond f de x. Donc z, on voit, c'est-à-dire z égale g de f de x. Et donc ça, on voit que c'est bien un unique z qui appartient à C. Petit schéma qui représente la situation. Donc on a notre G rond F, l'application qui a x appartenant à A, associe G de f de x. G rond F est appelé la composée de f et g. Alors si on prend le graphe de G rond F, évidemment, c'est égal à l'ensemble des G de f de x, x appartenant à A. Quatre ensembles non vides, ABCD, trois applications, F, G, H. Alors H rond G rond F égale H rond G rond F. Ça c'est facile à démontrer, on a ça, ça, donc ça, 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 donc ça. Donc on voit déjà que ces deux applications-là ont le même domaine de définition et le même ensemble d'arrivées. Soit x appartenant à A, donc il n'y a plus qu'à démontrer qu'elles sont égales en x, quel que soit x. Y égale ça, z égale ça, g de f de x égale g de y égale z, et h de g rond f de x est donc égal à h de z. F de x égale y, donc h rond g de rond f de x c'est h rond g en f de x, c'est-à-dire h rond g en y, h de g de y c'est h de z, donc c'est bien égal, donc on a ça, quel que soit x, donc elles sont égales. Injection, surjection, bijection, avec deux ensembles A et B. F, une application de A vers B. Elle est injective, on dit que c'est une injection, c'est quel que soit x, x' appartenant à A, f de x égale f de x' implique x égale x'. Elle est surjective, on dit que c'est une surjection. Si quel que soit y appartenant à B, f moins 1 de y est différent de x, c'est-à-dire qu'il existe x appartenant à A tel que y égale f de x. Et c'est une bijection si et seulement si quel que soit y appartenant à B, il y a un seul x. C'est ça la différence. Appartenant à A tel que y égale f de x. Et on voit bien que ce seul x, il vient de là. Alors, f est une bijection si et seulement si f est injective et bijective. Démonstration, si c'est une bijection, le petit 3 implique le petit 2, donc f est surjective. Et si x' appartient à A et que f de x égale f de x', on pose y égale f de x. Comme c'est une bijection, il existe un seul t, tel que f de t est égal à y. D'accord? Sauf que là, il y en a deux. Parce que le y, c'est f de x, mais c'est aussi f de x'. Et donc, il y a t égale x et t égale x'. Donc ça, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que x est égal à x'. Donc, f est injective. Maintenant, inversement, supposons qu'elle soit injective, surjective, comme elle est surjective, quel que soit y, il existe un x tel que y égale f de x. Et maintenant, si je prends x' appartenant à A et y égale f de x', alors je vais avoir ça, et comme elle est injective, x' égale x.
Donc il y a un seul x tel que y égale f de x, donc f est une bijection. Identité, A est un ensemble non vide, c'est l'application qu'on note IDA de A vers A, définie par quel que soit x, y appartenant à la croix A, y égale IDA équivaut à IDA de x, pardon, équivaut à y est égal à x. Donc la proposition, l'énoncé, c'est E de xy, c'est y égale x. Bon, ben, il est clair que E, x, y implique que y égale x, donc on voit qu'il y a une fois x donné, il y a l'unicité du y. Donc j'ai bien une application de A vers B, son grave, c'est l'ensemble des x, IDA de x, non, mais le y vaut x, donc c'est l'ensemble des x appartenant à A, qui est inclus dans A croix. IDA est appelé application identique ou identité de A, c'est une bijection en effet, quel que soit y appartenant à A, eh bien, x appartenant à A et y égale f de x, ça implique que y est égal à x. Donc le y là, le y c'est l'image. Oui, alors c'est pas id là, c'est id au contraire. D'accord? Quel que soit y, le seul x appartenant à A tel que y égale IDA de x, ben, c'est y égale x. Et on a bien IDA de x, puisque y égale x, on a bien IDA de y qui est égal à y. D'accord? Donc x égale y est unique. Donc j'ai bien une bijection de A vers A. Projection A et B sont deux ensembles non vides. On considère pour t appartenant à la croix B et x appartenant à A l'énoncé ETX qui dit qu'il existe y appartenant à B tel que t est égal à xy. Si t appartient à la croix B, alors il existe x appartenant à A, y appartenant à B, tel que t est égal à xy, ce qui implique que ETX est vrai. Supposons que ETX' soit vrai, x' appartenant à A. Alors il existe y' appartenant à B, tel que t est égal à x', y'. Mais comme t est égal à xy, ça ferait xy égale x', y', donc x' égale x. Donc on voit que quel que soit t appartenant à la croix B, il y a un unique x appartenant à A, tel que l'énoncé E de xy est vrai. Donc E de xy définit une application πa de A croix B vers A par πa de t est égal à x si et seulement s'il existe y appartenant à B, tel que t égale xy, c'est-à-dire si et seulement si E de xy est vrai. Le graphe de πa, c'est l'ensemble des t, πa de t, t appartenant à la croix B, mais si t appartient à la croix B, c'est un xy, et πa de t à ce moment-là est égal à x, donc c'est l'ensemble des couples formés des couples xy et de x, tels que xy, x appartient à A, y appartient à B, c'est-à-dire xy appartenant à la croix B. De même, on définit πb de A croix B vers B par πb de t égale y, si et seulement s'il existe x appartenant à A tel que t est égal à xy. πa est la projection canonique de A croix B sur A et πb la projection canonique de A croix B sur B. Toutes les deux sont surjectives. En effet, soit x appartenant à A, comme B est différent du vide, il existe y appartenant à B. Et alors si je prends t égale xy, j'ai πa de t est égal à x. Donc πa est surjectif, idem pour πb. πa est injectif si et seulement si B est un singleton, πb est injectif si et seulement si B est un singleton. Alors donc, comme elles sont déjà surjectives, je peux même dire que ça sera des bijections. D'accord? Donc là, je peux remplacer aussi par bijection. Alors, montrons ça. Démonstration, suppose B différent d'un singleton. Alors, je suppose qu'elle est injective. Hein. B est différent du vide. Donc, il y aura au moins deux éléments y, y' dans B. Y différent de y'. À ce moment-là, je prends t égale xy, t' égale xy'. Où x appartient à A, ce qui est possible puisque A est non vide. Alors t est différent de t', puisque y est différent de y'. Mais πa de t est égal à πa de t', puisque tous les deux, ça fait x. Donc on aboutit à une impossibilité puisqu'on a dit qu'elle était injective. Donc B est un singleton.
Réciproquement, si B est un singleton, ben, il est évident que les seuls TT' appartenant à la croix B sont de la forme x, y, 0 et x', y, 0. Donc dire que T est différent de T', ça implique que x est différent de x', ça équivaut même à dire que x est différent de x', ce qui implique que pi a de T qui fait x est différent de pi a de T' qui fait x'. Donc pi a est injectif. D'accord? Idem pour pi b. Donc en fait là ce qu'on a c'est pi a bijective équivaut à b est un singleton, pi b bijective équivaut à a est un singleton. Remarque, on a deux ensembles A et B, F une application de A vers B, et son graphe est égal à vide. Puisque c'est une application, on sait que A est égal à vide. Si A est égal à vide, F de vide dans B est une application, et on sait que F est égal à vide, B vide. Son graphe est vide. Est-elle bijective? Bien, on regarde si ça c'est vérifié. Y appartient à B implique qu'il existe X appartenant à vide tel que Y égale F de X. Ça, c'est faux. Donc il faut que ça soit faux. Donc pour que la proposition soit vraie, il faut que B soit égal à vide. Donc F est une bijection si et seulement si A égale B égale vide. Alors F, c'est cette application-là. Évidemment, ça n'a aucun intérêt. Bijection réciproque d'une bijection. A, B, deux ensembles non vides. F, une bijection de A vers B. Soit G, l'application de B vers A définie par UV appartenant à B croix A, V égale G de U équivaut à U égale F de V. Donc voilà, la relation binaire E-UV, c'est celle-là. Il est évident que si E de UV est vrai, alors U est égal à F de V. On sait qu'il existe un unique V appartenant à A tel que U est égal à F de V. Donc on a l'existence et l'unicité là de V. D'accord? Tel que E de U et V. Ça nous dit que G va être une application de V vers A. Hein, parce que l'important, pour l'application, c'est que le V existe. D'accord? Alors là, si vous voulez, le V existe à cause de ça. Voilà. Parce que F est une bijection. Son graphe vérifie pour UV appartenant à B croix A. Eh bien, UV appartient à graphe de G si et seulement si E de U et V est vrai. C'est-à-dire que U est égal à F de V. D'accord? Ce qui équivaut à dire que VU appartient au graphe de F. UV appartient à un graphe de G si et seulement si VU appartient au graphe de F. L'application G est appelée application réciproque de V et c'est une bijection. Donc il nous reste à montrer que c'est une bijection. Le graphe de G, c'est l'ensemble des couples F de V, V appartenant à A. Bon. Alors ça vient de ce qu'on a dit avant. Hein. Le graphe de G, c'est l'ensemble des couples UV tels que V est égal à G de U, mais V égale G de U, V égale G de U, ça équivaut à ça, et ça équivaut à U est égal à F de V. Donc le U c'est F de V. Voilà. Voilà, V égale G de U équivaut à U égale F de V. Donc on la note F-1. Alors il nous reste à montrer, donc G égale F-1, que c'est une bijection. G est une application de B vers A. Si V appartient à A, dire que V est égal à G de U, ça équivaut à dire que U égale F de V. Bon, ben ça y est, on l'a ce U qui est unique. Hein. Il est unique parce que quel que soit V appartenant à A, V est égal à G de U équivaut à U est égal à F de V. Donc on a bien l'unicité de U. F de A vers B, une bijection. A, B, c'est des ensembles non vides. Alors, F-1 qui lui va de B vers A. Ça on le sait. Hein. Et F-1 rond AF égale IDA et F rond F-1 égale IDB. Démonstration pour X appartenant à A, Y égale F de X, ça équivaut à dire que X égale
f-1 de y, d'après ce qu'on a vu avant. Hein. C'est-à-dire que le g, c'est f-1. D'accord? Donc, et ça fait f-1 de y, c'est f de x. D'accord? Donc, j'ai IDA de x, parce que ça, c'est IDA de x, qui est égal à f-1 rond f de x, quel que soit x appartenant à A. Donc, f-1 rond f qui est égal à IDA. Oui, parce que f-1 rond f, j'ai le droit de le faire, parce que f va de A vers B, et f-1, c'est-à-dire g, va de B vers A. Alors là, je m'intéresse à f rond f-1. f-1 va de B vers A, et f de A vers B. Donc, j'ai le droit de m'intéresser à ça. Eh bien, pour y appartenant à B, x égale f-1 de y implique que y égale f de x, c'est-à-dire f de f-1 de y. D'accord? Donc y, là, c'est idb de y, qui est toujours égal à f rond f-1 de y, quel que soit y appartenant à B, donc f rond f-1 égale idb. Soit deux ensembles A non vides, différents du vide, et f, une application de A vers B. Alors, f est une bijection si et seulement s'il existe une application G de B vers A telle que G rond F est égal à IDA et F rond G égale IDB. G est unique égale à F-1. Bon, dans ce sens-là, c'est évident, hein, grâce à ce qu'on a vu avant, il n'y a pas de problème. Dans l'autre sens, si Y appartient à B, donc il faut démontrer que F est une bijection. On pose X égale G de Y qui appartient à A, et on voit que f de x égale f rond g de y égale idb de y égale y. Donc y est égal à f de x. D'accord? Donc ça y est, j'ai trouvé x tel que y égale f de x. Il faut montrer qu'il est unique. Supposons qu'on ait y égale f de x' avec x' appartient à A. Alors j'ai ça. Donc je lui applique g, et donc ça fait ça, et donc x' égale x. Donc quel que soit y appartenant à B, il existe un unique x appartenant à A tel que y égale f de x. Donc f est une bijection. De plus, si y appartient à B, f est une bijection. Donc il existe x appartenant à A tel que y égale f de x. Donc g de y va être égal à g rond f de x, qui fait l'identité A de x, c'est-à-dire x. D'accord? Et x c'est f-1 de y. Donc j'ai g de y est égal à f-1 de y, quel que soit y appartenant à B. Donc g est égal à f-1. Si f est une bijection de A vers B, on sait que f-1 est une bijection de B vers A, on l'a déjà démontré. La réciproque de f-1, ça va être f. Démonstration, soit h la réciproque, soit h la réciproque de f. D'accord? Donc elle va de B vers A, donc la réciproque de h, puisque f-1 est une bijection, j'ai le droit de prendre la réciproque de h, elle va de A vers B, soit x appartenant à A. Y égale h-1 de x. Ça équivaut à, ça implique que x est égal à h de y. Donc f-1 de y égale x. Donc y égale f de x. Donc h-1 de x, donc h-1 de x, qui est égal à y, est égal à f de x. Et ceci, quel que soit x appartenant à A. Donc h-1 est égal à f. Mais h, c'est ça. Donc ça veut dire que la réciproque de f-1, c'est bien f. Et c'est bien ce que je voulais démontrer. Deux ensembles non vides A et B, f une application de A vers B. Alors f rond A, identité de A égale f, identité de B rond f est égale à f aussi. Bon, c'est facile, hein, quel que soit x appartenant à A, f rond identité de A de x égale f de x. F, donc on a ça. Et quel que soit x, identité rond f de x égale identité de f de x, qui fait f de x, parce que f de x appartient à B. Donc, on a ça. Trois ensembles non vides, deux applications f et g. Alors, fg surjective implique g rond f surjective, fg avec injective implique g rond f injective, et fg bijective implique g rond f bijective, et la réciproque de g rond f, c'est la composée f-1 rond g-1. Démonstration, on a ça, z appartient à c, comme elle est surjective, il existe y, comme f est surjective, il existe x, et donc on a g rond f de x égale z, donc g rond f est surjective. Si x exprime,
appartiennent à A et qu'on a ça, bah, comme G est surjective, on va avoir f de x égale f de x'. Comme f est injectif, x égale x'. Donc G rond f est injectif. Fg injective et surjective, donc G rond f est injectif, surjectif, donc bijectif. Alors G rond f, il va de A vers C. Bon, il est bijectif, donc il admet une réciproque qui va de C vers A. F va de A vers B, G de B vers C, G-1 de C vers B, F-1 de B vers A, parce que F et G sont bijectives. Donc on a F-1 rond G-1 qui va de C vers A. Donc pour montrer qu'on a G rond F-1 qui est égal à F-1 rond G-1, il suffit de prouver ça. Soit Z appartenant à C, Y égale G-1 de Z, qui appartient à B, et X égale F-1 de Y, qui appartient à A. Donc f de x égale y, g de y égale z, et g rond f de x égale z. Donc x égale g rond f de f moins 1 de z. Mais on a ça, f moins 1 rond g moins 1 de z, qui est égal à f moins 1 de y, et donc qui fait x. Donc on a bien ça, quel que soit x, d'où l'égalité. Image directe, si on a des ensembles A', et B, A' includant A et f de A vers B, alors la collection des f de x, x appartenant à A' est un ensemble noté f de A'. Image directe de A', donc f de A' égale l'ensemble des f de x, x appartenant à A'. F de vide égale vide et f de A est égal à l'image de f. Démonstration, bon, la collection, cette collection, c'est la collection des y appartenant à B, pour lesquels il existe x appartenant à A', et y égale f de x. C'est un ensemble, donc les y vérifient p de y, donc d'après le théorème de séparation, c'est un ensemble inclus dans B. Vide inclus dans A, donc on a cette implication qui est vraie avec ça qui est faux. Donc ça, il faut que ça soit faux, quel que soit y, ce qui veut dire que f de vide égale vide. A est inclus dans A, f de A c'est l'ensemble des f de x, x appartenant à A, c'est donc image de f. Image réciproque, là c'est A, B et B', trois ensembles avec B' inclus dans B, et f de A, une application de A vers B. La collection des x appartenant à A, telle que f de x appartient à B', c'est la propriété P de x, c'est un ensemble. Bon, c'est un ensemble d'après le théorème de séparation, un ensemble inclus dans A. On le note f-1 de B', f-1 B', et il y a l'image réciproque de B'. f-1 de vide égale vide, f-1 de B égale A, c'est pareil que l'autre, vide inclus dans B, et puis on a cette implication-là qui est vraie avec ça qui est faux, donc ça qui est faux. Donc c'est faux. Et donc ça veut dire que f-1 de vide égale vide. B est inclus dans B, f-1 de B c'est l'ensemble des x appartenant à A, tel que f de x appartient à B, ça c'est A en entier. Donc c'est égal à A, puisque tout élément de A a une image dans B. Soit A et B, deux ensembles, la collection des applications de A vers B est un ensemble B puissance A, la notation, inclus dans l'ensemble des parties de A croix B croix A croix B. Si A est égal à vide, elle est réduite à un singleton. Démonstration, si f est une application, alors on sait que f c'est ça, donc c'est ça, et qu'on a ces inclusions. Donc je vous laisse les regarder, c'est évident. Et donc on obtient que f appartient à l'ensemble des parties de A croix B croix A croix B. Donc B puissance A, ça va être la collection des f qui appartiennent à ça, et qui vérifie P de f qui nous dit comment f est une application finalement, c'est-à-dire que pour quel que soit x appartenant à A, il existe un unique y appartenant à B tel que xy appartient à G. P de f exprime que f est une application de A vers B. D'après le théorème de séparation, on a un ensemble qui est inclus dans P de A croix B croix A croix B. Si A est égal à vide, on n'a qu'une application, ça on l'a déjà vu, qui est A, B vide, donc B puissance vide est réduit à ça. Et on rappelle que si A est différent du vide, et que F est une application de A vers B, alors B est différent du vide, son graphe aussi, et on sait qu'à ce moment-là, il y a des applications constantes, et donc B puissance A sera non vide. Involution, A est un ensemble non vide, F de A vers A est une involution, si F rond F égale I de A,
l'identité de A. Ce qui équivaut à dire que f est bijective et que sa réciproque est égale à f. Démonstration. Bah, si on a ça, on applique une propriété qu'on a vue avant et qui dit, et donc on va avoir ça. Ça nous dit que f est bijective et que g égale f moins 1. Donc f est égal à f moins 1. Et réciproquement, si f est une bijection, alors f moins 1 rond f égale idéa. F rond f moins 1 est égal à idéa. Mais comme f est égal à f moins 1, f rond f est égal à idéa. Restriction A', 3 ensembles non vides, A' inclus dans A, f de A vers une application de A vers B. EXY, l'énoncé Y est égal à f de x, permet de définir une application G de A' vers B. Par, quel que soit xy appartenant à A' croix B, G de x égale y équivaut à E de xy. On a bien quel que soit x appartenant à A', il existe un unique y appartenant à B vérifiant EXY, parce que quel que soit x appartenant à A, il existe un unique y appartenant à B tel que E de xy, vu que f est une application. Cette application est notée donc comme ça, restriction de, on l'appellerait la restriction, il n'y en a qu'une, de f à A', et donc c'est l'application qui a x appartenant à A' associe f de x appartenant à B. GR, le graphe de f de l'application f restriction à A', c'est évidemment l'ensemble des x, f de x appartenant à A', donc est inclus dans le graphe de f. Et quel que soit x appartenant à A', g de x est égal à f de x. Prolongement, si on a A, A', B, trois ensembles non vides et A inclus dans A', f une application de A vers B et G une application de A' vers B, on dit que G est un prolongement, parce que des prolongements de f, il y en a plusieurs, c'est un prolongement de f sur A', si la restriction de f, si la restriction de G à A est égale à f. Voilà. Ce qui équivaut à dire que f de x égale g de x, quel que soit x appartenant à A. Application induite, A, B, deux ensembles non vides, f de A vers B, non surjectif, sinon ça n'a aucun intérêt. Alors ça définit une application G de A vers image de f, parce que quel que soit x appartenant à A, il y a un unique y appartenant à B, tel que xy appartient à GR de f. D'accord? Mais cet y là, il appartient forcément à l'image de f. Donc on a ça. Donc on a bien une application. Et le graphe de G est égal au graphe de f, et x appartient à A implique que g de x égale f de x. De plus, G est surjectif, parce que quel que soit y appartenant à l'image de f, il existe un x appartenant à A, tel que y égale f de x. Donc y égale g de x, puisque y appartient à l'image de f. On dit que G est la surjection induite par f. Donc f, c'est ça, G, c'est ça, donc évidemment c'est différent de f, parce que l'image de f n'est pas égale à B. Indicatrice d'un ensemble non vide A, B une partie de A, G est égal à B croix 1, union A moins B croix 0. Donc c'est inclus dans A croix 0,1. Et ça vérifie, quel que soit x appartenant à A, il existe un unique y appartenant à 0,1, tel que xy appartient à G. Donc ça nous permet de définir une application 1B, comme ça, qui a x appartenant à A, donne 1 si x appartient à B, 0 si x appartient à A moins B. Donc on a l'équivalence, un b de x égale 1 équivaut à x appartient à b. Cas particulier, c'est b égale vide. Dans ce cas-là, g est égal à a croix 0, puisque a moins b, puisque b est égal à vide. Donc ça disparaît. Ce truc-là, ça disparaît. Il ne reste plus que ça. D'accord? Donc c'est a moins b, mais a moins b, c'est a moins vide. Donc c'est a croix 0. Donc ça nous donne l'identité qui a x appartenant à A donne 0. Et sinon, si B égale A, c'est le contraire, c'est l'autre qui disparaît. G est égal à A croix 1, l'identité, c'est l'application constante, c'est pas l'identité de B d'ailleurs, si, c'est IB. Pardon. Faut pas dire, c'est 1B. Voilà. Et là, voilà, c'est ça. Là, c'était 1B aussi.
Donc c'est l'application constante qui a x appartenant à A donne 1. Remarque, 1b est surjective, équivaut à b différent du vide et b différent de A. En effet, si b est différent du vide et différent de A, il y a un x0 dans B, il y a un x1 dans A moins B, donc en fait les valeurs 0 et 1 sont prises, donc toutes les valeurs sont prises, donc elle est bien surjective. Puis en même temps, si elle est surjective, toutes les valeurs sont prises. Donc pour que la valeur 1 soit prise, il faut qu'il y ait un élément dans A, donc ça veut dire que dans B, je veux dire, donc ça veut dire que B est différent du vide, et il faut qu'il y ait un élément dans A moins B, ce qui veut dire que B est différent de A. Alors bijection maintenant entre P de A, l'ensemble des parties de A, et l'ensemble des applications de A vers 0,1 est définie par la propriété EB1 qui dit que F est égal à 1B. P appartenant à P de A, F étant une application de A vers 0,1. Bon, ben, quel que soit B appartenant à P de A, 1B est unique, c'est l'unique F appartenant à application de A vers 0,1 tel que F égale à B, donc ça définit bien une application. Qui de B est égal à, on a donc qui de B qui est égal à 1B, d'accord, quel que soit B appartenant à P de A, et donc le graphe c'est l'ensemble des couples B1B, B appartenant à P de A. Montrons que qui est bijectif. Quelle que soit une application de A vers 0,1, on prend B égale F moins 1 de A, de 1, qui est l'ensemble des x tel que f de x est égal à 1, x appartient à B implique que f de x égale 1, x appartient à A moins B implique que f de x est différent de 1, donc f de x est égal à 0, d'accord? Donc on voit que f est égal à 1b. Et donc égal à qui de B, donc ça veut dire qu'elle est surjective. Maintenant, si je suppose que C appartient à P de A et que F est égal à qui de C, égal à 1C, mais comme F égale 1B, ça veut dire 1B est égal à 1C, et on va voir tout de suite que dans ce cas-là, B égale C, donc elle est bijective. Voilà, donc on a une bijection entre P de A et l'ensemble des applications de A vers 0,1. Étoile, ça nous dit que si A est un ensemble non vide et P et C deux parties de P de A, alors 1B égale 1C équivaut à B égale C. Alors, dans un sens c'est évident, et dans l'autre sens, si on a ça, bah, X appartient à B équivaut à 1B de X égale 1, ce qui équivaut à dire que 1C de X est égal à 1, donc X appartient à B équivaut à X appartient à C, donc B égale C. Famille annexée, on a deux ensembles IB, B non vide et B et F une application de I vers B. A, la surjection, donc j'appelle A cette surjection, induite, on a déjà vu ça, par F. D'accord? Donc c'est une application de I vers image de F. On note AI égale A de I égale F de I, quel que soit I appartenant à I, et on définit la famille AI comme étant l'application A. Bon, ça ne fait pas référence à B, c'est pas grave. Si I est vide, alors évidemment l'application, on sait, c'est la seule possible, c'est ça. Réunion des AI pour I appartenant à I, c'est l'union des AI, par définition, c'est l'union des T appartenant à I. Donc c'est un ensemble, c'est l'ensemble des X pour lesquels il existe I appartenant à I, X appartenant à I. Si I est égal à vide, bah, l'union est égale à vide parce que I appartient à vide est faux. L'intersection des AI, I appartenant à I, c'est la collection C de T, la collection des T pour lesquels si J appartient à I, alors T appartient à J. Si I est égal à vide, bah, J appartient à vide implique ça est toujours vrai, donc la collection en fait, dire ça, ça revient à dire T égale T, c'est la collection de tous les ensembles, donc c'est pas un ensemble. Donc en fait, l'intersection de la famille AI, on va la définir uniquement pour I non vide. À ce moment-là, T appartient à J, implique que T appartient à l'union des AI, donc on peut dire que C, c'est la collection des T appartenant à l'union des AI, telle que I appartient à I, implique T appartient à I. Ça, c'est une propriété P de T, donc c'est un ensemble d'après le théorème de séparation inclus dans l'union des AI. On note intersection des AI, I appartenant à I, donc égale l'ensemble des T appartenant à l'union, tel que T appartient à I, quel que soit I appartenant à I. Un cas particulier avec deux ensembles UV, et A, une application de I vers UB, définie par le graphe G, A croix U, 0 croix U, union 1 croix V.
Donc A0 est égal à A, 0 égale U, A1 est égal à V. Donc on a une application évidemment. Et puis elle est même surjective. Et puis on a la famille A. Donc ça c'était l'application A. Égale des AI, I appartenant à I, bah, cette famille elle est formée de A0 et puis de A1. Hein. X appartient à l'union des AI équivaut à l'existe I tel que ça, donc X appartient à A0 ou à 1, ce qui équivaut à X appartient à U union V. D'accord? U union V. Pourquoi j'ai mis B? Voilà. Et puis, X appartient à l'intersection des AI, ça équivaut à X appartient à I, quel que soit I. Donc X appartient à A0 inter A1, U inter V. L'intersection est égale à U inter V. On va parler maintenant de la somme disjointe de deux ensembles A et B. Donc c'est ça. C'est-à-dire la réunion de A croix 0 et de B croix 1. D'accord? On rappelle, 0 c'est l'ensemble vide, 1 c'est le singleton qui contient vide. Donc il n'est pas vide, donc il n'est pas égal à 0. A croix 0 est inclus dans A union B, parce que croix 0,1, parce que A est inclus dans A union B et 0 dans 0,1. Donc pareil pour l'autre. Donc A somme directe B est inclus dans A union B croix 0,1. Si T appartient à l'intersection, c'est-à-dire qu'il existe X appartenant à A, X' appartenant à B, tel que T est un X au 0, et T est aussi un X'1. Donc ça veut dire qu'on a cette égalité, donc 0 égale 1, ce qui est faux. Donc l'intersection entre ces deux ensembles est vide, donc l'union est disjointe. Donc en fait, on a ici une partition de la somme disjointe. Remarque, vide croix 0 égale vide, et vide croix 1 aussi. Donc A est égal à vide implique que A somme disjointe B est égal à, puisque ça fait vide, il ne reste plus que ça, B croix 1. Et si B est différent du vide, A somme disjointe B est égal à, ça c'est vide, donc A croix 0. Alors évidemment, si les deux sont nuls, sont vides, bon, ça veut dire que B va être vide, donc ça fera vide, et là A sera vide, ça fera vide. Et à ce moment-là, A somme disjointe B est égal à vide. X appartenant à A, Y appartenant à A croix 0, on prend la propriété EXY qui dit Y égale X0. Elle vérifie, quel que soit X appartenant à A, il existe un unique Y appartenant à A croix 0, vérifiant EXY. Bah oui, parce que cet Y c'est X0. Ce qui permet de définir l'application U de A vers A croix 0 par U de X égale X0, quel que soit X appartenant à A. Son graphe, c'est évidemment ça. U est une bijection. Soit Y appartenant à croix 0, il existe X appartenant à A, tel que Y égale X0 égale UX. Supposons X' appartenant à A, tel que U de X' égale Y. À ce moment-là, on va avoir ça. Donc X égale X'. Donc il y a un seul X qui vérifie ça. Donc U est bijectif. Sa réciproque U-1, c'est l'application qui de A croix 0 vers A, définie par U-1 de T égale X, où X est l'unique élément de A, vérifiant T égale X0. De même, V de B vers B croix 1, défini par V de X égale X1, est une bijection. Si X appartient à A union B et Y à A plus B, on prend la propriété EXY qui dit que Y est égal à X0 si X appartient à A, ou à X1 si X appartient à B-1. On ne peut pas avoir les deux en même temps, bien sûr. Alors, soit X appartenant à A union B, soit X appartient à A, soit X n'appartient pas à A. Dans ce cas-là, on prend Y égale X0. Et dans ce cas-là, il appartient à B-A. On prend Y égale X1. On a la propriété EXY qui est vérifiée dans les deux cas. Supposons maintenant qu'elle soit vérifiée pour un X'. Non, pour un Y', pardon, appartenant à la somme disjointe.
Bah, soit le y' a un 0 ici, donc un x ici, qui appartient à A, d'accord? À ce moment-là, ça veut dire qu'il est égal à y. Soit, il est pas comme ça, mais alors il va être comme ça, avec un x qui appartient à b-A. Donc, à ce moment-là, on est dans ce cas-là, et y' va être égal à y. Donc en fait, si on a exy', on aura y' égale y. Donc quel que soit x appartenant à union B, il existe un seul y appartenant à A somme disjointe B, tel que E de x, y est vrai. Donc on peut définir l'application f de A union B vers A somme disjointe B par f de x égale x0 si x appartient à A et f de x égale x1 si x appartient à B-. Son graphe, c'est évidemment ça. Alors maintenant, démonstration. Ah oui, il me reste à démontrer ça. F est injective. Soit x' appartenant à A union B, tel que f de x égale f de x'. Bien, x' appartient à A. Alors, si x' appartient à A, alors on a ça, donc x égale x'. S'ils appartiennent à B-, on a ça, donc x égale x'. Maintenant, s'il y en a un qui appartient à A et l'autre à B-, ça veut dire qu'on aura x0 égale x'1, donc 0 égale 1, ce qui est faux. De même, si x appartient à B-, et x' appartient à A. Donc, en fait, il n'y a que les deux premiers cas qui sont possibles, et à ce moment-là, on a x égale x'. Donc, f est bien injective. On continue avec cette fonction f. Il est évident que l'image de f, c'est a croix 0 union b-a croix 1. Donc f est surjectif si et seulement si b-a croix 1 est égal à b croix 1. Ce qui équivaut à b-a égale b. On sait que b-a est égal à b privé de a inter b. Et a inter b est inclus dans b. Donc dire que b-a est égal à b, ça équivaut à dire que a inter b est égal à vide. Donc f est surjective si et seulement si a inter b est égal à vide. Comme f est injective, on a donc f bijective équivaut à a inter b égale vide. Remarque effectivement, si x appartient à a inter b qui n'est pas vide, donc si a inter b n'est pas vide et que x appartient, eh bien f de x est égal à x0, mais alors x1, il appartient bien à a plus b, lui, il ne va pas avoir d'antécédent. D'accord? Donc il n'y aura pas la surjection.